Patrick Tellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin homéopathe et acupuncteur pendant plus de 25 ans et vous publiez un ouvrage pour le moins d'actualité intitulé Une autre médecine est possible aux éditions Artege. Cet ouvrage, on le retrouve aussi en vente sur la boutique du site tvliberté.com. Alors ma première question, elle est simple et finalement elle est assez directe. Partagez-vous ou soutenez-vous cette vision radicale qui vise à dénoncer ou exclure la médecine classique, la médecine dominante, la médecine officielle? Non, je la critique certes, mais ce n'est pas pour la démolir, hein, loin de là. Je dis toujours, si on ne l'avait pas, cette médecine dominante, il faudrait l'inventer. Parce que c'est sûr qu'elle nous a apporté énormément, que personne ne peut s'en passer, que tous nous pouvons dire que nous avons reçu des bienfaits à un moment ou à un autre, qu'on ne serait peut-être pas là si elle n'avait pas existé. Qu'elle a augmenté l'espérance de vie pendant un certain temps, et donc, grâce à Dieu, nous l'avons. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'oser en voir ses limites et ses inconvénients. Et c'est là où j'estime que, ayant pris toute la place, elle a éliminé toutes les autres sortes de médecine, soit donc ce qu'on appelle les médecines traditionnelles, des médecines anciennes, ou des médecines même nouvelles qui ont été découvertes plus récemment, qui ne sont pas basées du tout sur le même paradigme, mais qui ont été rejetées à la périphérie et qui ne sont malheureusement plus utilisées, alors qu'il faudrait inverser les choses, utiliser ces médecines non violentes, je dirais, en priorité, et garder les médecines dominantes en second temps. C'est ça mon point de vue. Donc, si vous mettez en exergue la citation d'Huxley, qui est « la médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé », vous avancez quand même les deux notions essentielles, la prudence et le discernement, si j'ai bien compris. Prudence, discernement. Absolument. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Il est sûr que la médecine officielle, disons, qui est celle qui est officiellement enseignée en faculté, est basée sur la science, sur l'expérimentation depuis Claude Bernard, et que on ne peut pas la contester en tant que science, mais en sachant que la médecine en elle-même n'est pas une science, en tout cas elle est une science inexacte, parce qu'elle s'adresse à des personnes qui sont toutes différentes. Et donc c'est extrêmement difficile de randomiser les techniques médicales, et la randomisation étant basée sur une statistique, alors que la personne humaine n'est pas une statistique. Donc, je ne la rejette pas, encore une fois. Je pense que nous avons la chance de l'avoir, mais la mettre à sa place. C'est ça qui me semble fondamental. Alors, bien sûr, il faut du discernement, parce que les autres médecines sont plus empiriques au départ, certaines d'entre elles, en tout cas les médecines traditionnelles, c'est l'expérience qui a montré que telle ou telle plante marchait bien dans la majorité des cas, etc. Il n'y a pas eu d'expérimentation telle que l'a faite la médecine moderne, mais aujourd'hui, on a redéveloppé et redécouvert, redéveloppé ces médecines anciennes, ou nouvelles, encore une fois, mais qui sont de paradigmes différents, parce qu'on en a besoin. Moi, je compare toujours à l'agriculture. On a fait une agriculture industrielle à fond pendant 50 ans pour développer l'alimentation industrielle qui a permis de nourrir des tas de personnes, mais qui a aussi promu pas mal de troubles environnementaux et sur la santé elle-même. Et aujourd'hui, on a découvert l'agriculture biologique, qui est aussi tout à fait un autre paradigme, parce que cette agriculture biologique est basée sur le terrain. C'est-à-dire qu'au lieu de faire pousser au maximum les céréales ou les plantes, en y mettant des pesticides de toutes sortes et des engrais extraordinaires. Non, aujourd'hui, on revoit les choses autrement, parce que ça a créé une pollution infernale. Et donc, on revoit aujourd'hui les choses autrement par l'agriculture biologique,
qui prend en compte le terrain, qui renforce le terrain, la permaculture, etc., et qui a permis donc aujourd'hui d'avoir des aliments beaucoup plus sains, plus biologiques, qui ont retrouvé leur valeur nutritive, parce que les produits poussés à fond n'ont plus de valeur nutritive et peuvent même être toxiques. Donc voilà, on a changé de paradigme. Alors, bien sûr, encore une fois, du discernement et de la prudence, il en faut. Il ne s'agit pas de prendre n'importe quoi, d'écouter n'importe quel thérapeute qui peut se révéler être un gourou et essayer de vous faire avaler n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, c'est ce que j'essaie de défendre avec mon expérience, avec tout mon parcours, parce que quand même j'ai maintenant 50 ans derrière moi d'homéopathie. Je sais que ces médecines différentes ont toutes leurs valeurs et ne présentent pas tous les inconvénients de la médecine classique, qui est la médecine qu'on dit allopathique, c'est-à-dire qui utilise des produits chimiques pour traiter des symptômes, les éliminer, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, des anti... Voilà. Non, il y a moyen tout à fait d'agir autrement On va, on va y avec revenir. des On va y résultats. revenir si vous voulez bien, mais vous faites quand même dans la dénonciation d'une certaine médecine classique ou traditionnelle, médecine classique ou pardon, officielle, vous faites le procès de ce que vous appelez l'ultramédecine, c'est-à-dire par exemple l'ingénierie génétique, la manipulation directe des gènes ou de l'ADN ou de l'ARN. Là, c'est Voilà. une critique frontale. Alors ça, c'est un autre aspect important de la médecine actuelle, c'est qu'elle a pu se développer depuis finalement le cartésianisme, c'est-à-dire la, la reconnaissance que, soi-disant, l'homme est une machine, avec cette rupture qui a été fondamentale entre l'âme et le corps. Et donc la médecine a éliminé l'âme elle-même, estimant qu'on pouvait la remplacer par le psychisme, alors que le psychisme, c'est pas du tout l'âme. L'âme, c'est le cœur, c'est l'essence, c'est le fondement même du psychisme, mais on l'a laissé tomber, puisque on ne s'intéresse qu'au psychisme depuis le XXe siècle, et depuis déjà Descartes et encore plus avec le scientisme qui a suivi. Et donc cette médecine a oublié l'aspect transcendant, l'aspect spirituel de la personne humaine, qui a cette dimension qui est inhérente à la personne, que l'on soit croyant ou que l'on ne soit pas croyant. Ce qui fait que elle s'est, je dirais, elle a copié, elle s'est remise entièrement dans l'esprit de la modernité, puis aujourd'hui, pire encore, de la postmodernité. Cette postmodernité, qui est quand même un courant très important depuis une dizaine d'années, qui est un véritable mouvement pour détruire, déconstruire toute la civilisation et les fondements de la civilisation occidentale basée sur le judéo-christianisme. Et donc, cette déconstruction, pas à pas, a amené ce que l'on voit aujourd'hui, toutes ces ruptures anthropologiques que sont en effet les moyens modernes pour que la biologie soit au service de la société, qui amène à ce que on voudrait faire des bébés à la demande, qu'on voudrait que l'avortement est devenu quelque chose d'habituel, de normal, je dirais, que la fin de vie, tôt ou tard, on va essayer de l'arrêter, de l'empêcher, soit par l'euthanasie, soit, soi-disant, par la mort de la mort. Donc, toutes ces soi-disant progrès vont tout à fait à l'encontre d'une saine réflexion sur ce qu'est l'homme, ce qu'est la vie et ce qu'est la création. Donc on est absolument
en opposition, hein, avec les fondements même de la civilisation chrétienne. Et c'est ça qui est quand même une difficulté gravissime que j'essaie de mettre en exergue également dans ce livre. En sachant que les pauvres médecins, si vous voulez, sont des otages de la société et qu'ils sont utilisés, je dirais, et prolétarisés au point où on en est. Alors, je reviens, si vous le voulez bien, à ce message dans votre ouvrage, le titre « Une autre médecine est possible », et vous vous attachez à démontrer qu'à côté de la médecine conventionnelle, il existe ce qu'on appelle des médecines traditionnelles qui existent depuis la nuit des temps. L'OMS en a recensé plus de 400 de ces médecines dites traditionnelles. Alors, ma question là encore, elle est simple. Est-ce que toutes se valent et est-ce que toutes sont valables? Alors, bien sûr, elles ne sont pas toutes forcément valables, mais il y en a énormément. Il y en a quand même beaucoup. J'ai donc essayé de les reprendre, de les classifier d'une certaine façon, à partir, si vous voulez, de comment on voit les choses aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que j'ai mis 7 catégories de prise en charge de la santé qui me semblent aujourd'hui tout à fait valables. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la naturopathie, c'est-à-dire donc de considérer l'homme dans son élément naturel qui est la nature et de prendre en considération sa façon d'être dans la nature, la façon dont il se nourrit, la façon dont il respire, la façon dont il dort, ses rythmes naturels, etc. Donc la naturopathie, c'est déjà un point important que la médecine a quand même oublié, puisque consciemment ou pas, on voit le malade comme une unité, hein, mais pas comme une personne qui réagit différemment suivant son tempérament, suivant son passé, suivant ce qu'il a, sa façon d'être, sa façon de se nourrir, sa famille, l'environnement qui est autour de lui. Donc la naturopathie est déjà, pour moi, une façon valable et très bonne d'envisager la personne humaine. Après, le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la micronutrition ou la nutrithérapie, qui est de proposer donc à la personne de se soigner d'abord par l'alimentation. Donc d'avoir une alimentation saine, avec des produits sains, avec une eau correcte, tout ça fait qu'on peut conserver le plus longtemps possible sa santé. Pas à 100% toujours, parce qu'il y a quand même, de toute façon, il y a la génétique qu'on ne peut pas changer, il y a des effets extérieurs qu'on ne peut pas changer non plus. Mais donc, l'alimentation est fondamentale. Par exemple, on sait aujourd'hui que le diabète gras de la cinquantaine, qui est survenu il y a seulement 50 ans, dans les années 60, quand j'ai fait médecine, il y avait un diabétique sur 100 patients en France. Aujourd'hui, il y en a 10 sur 100. Hein. Tout ça dû à l'hyperconsommation alimentaire qui a fait qu'on a mangé trop salé, trop sucré, trop gras, etc. Et qu'on a induit cette déficience du pancréas qui fait qu'il ne peut plus produire de l'insuline et qui a amené à cette maladie très grave qu'est le diabète. Et qu'on peut, dès le départ, éviter en ayant une alimentation correcte. Après, vous avez toutes les thérapies douces qui sont connues, que ce soit l'hydrothérapie, le thermalisme, l'aromathérapie, donc à partir d'huile essentielle, la phytothérapie qui utilise des plantes, des tisanes. On ne sait pas, par exemple, qu'aujourd'hui, la tisane Artemisia annua, l'artémisia annua qui est développée de plus en plus en Afrique, est une tisane qui agit contre la Covid. Ceux qui en prennent tous les jours, en Afrique ou ailleurs, évitent ce virus. Donc voilà, c'est tellement simple qu'on a mis ça de côté, comme si ça n'avait aucun intérêt. Après, vous avez toutes les thérapies manuelles, que beaucoup connaissent, que ce soit l'ostéopathie, la chiropraxie, etc.,
Vous avez des techniques très particulières qui sont à nouveau utilisées et qui marchent très bien, que ce soit la neuralthérapie, la mésothérapie, moi j'en ai fait, l'ozonothérapie, j'ai encore eu des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient des résultats extraordinaires, ça je le connais moins. Et puis vous avez encore en plus les médecines que moi j'appelle énergétiques ou informationnelles ou de stimulation, et là c'est l'homéopathie et l'acupuncture. Alors je sais bien que l'homéopathie a été très mal vue ces derniers temps, même par des C'est ce que chrétiens, des clercs, c'est ce que je veux dire. soi-disant que l'homéopathie était... Docteur, cette homéopathie n'est plus remboursée aujourd'hui. Alors voilà, le problème c'est qu'on est arrivé à dérembourser l'homéopathie. Pour quelle raison? Bah, économique, une fois de plus, pour soi-disant, elle n'apportait rien, mais en fait, parce que ça mettait en exergue que l'allopathie était très chère, l'homéopathie n'est pas chère du tout. Vous avez un tube d'homéopathie avec 60 granules que vous pouvez utiliser pendant des années. Moi j'en ai qui ont plusieurs années et que j'utilise toujours avec succès et qui coûtent même pas 3 euros et avec des résultats sensationnels. Moi, j'ai soigné pendant 25 ans un nombre considérable de personnes. J'ai soigné toute ma famille avec l'homéopathie et avec de très bons résultats. Alors, je ne vais pas dire que l'homéopathie soigne le cancer, hein. Bien entendu, faut pas non plus dire n'importe quoi. Quoique, dans mon livre, vous avez la préface d'un professeur de médecine qui a bien voulu faire la préface alors qu'il était très loin de l'homéopathie, mais il m'a raconté que son épouse avait fait un cancer à la fin de sa vie et en est morte, mais elle a pu être aidée par l'homéopathie, que lui ne connaissait pas, mais le médecin homéopathe que moi je connaissais bien, parce que c'était un de mes élèves, parce que j'étais professeur d'homéopathie à Lille, l'a soutenu, l'a aidé dans ces dernières années avec l'homéopathie. Donc voilà, l'homéopathie est une discipline qui a quand même plus de 250 ans et qui marche très bien. Mais vous dites Bon, même dans votre ouvrage, vous dites dans votre ouvrage qu'il y a des arnaques. J'ai envie de vous dire aussi qu'il y a une forme des fois de charlatanisme. Il n'y a pas que Lucky Luke ou dans Lucky Luke, il existe des bonimenteurs fabriquant des remèdes miracles. oui, mais c'est sûr, c'est pour ça que il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser impressionner par les gens qui vous proposent des remèdes miracles. Et c'est bien pourquoi j'ai voulu écrire ce livre en montrant justement qu'il n'y a, à côté de ce soi-disant remède miracle qui en fait n'existe pas, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas le miracle c'est autre chose, qu'il y a des médecines non officielles qui sont tout à fait valables, qui sont tout à fait utilisables et qui pour moi devraient être utilisées en priorité. Parce que là, pour la plupart, on peut les utiliser sans risque, sans passer forcément par une consultation médicale, quoique c'est toujours recommandé quand on a quelque chose de nouveau, mais qui peut rendre service tous les jours. Moi, je connais des mères de famille qui soignent parfaitement leurs enfants pour 90% des petits mots de l'enfance, avec des moyens très simples et sans aucun problème, et avec efficacité. Est-ce que votre philosophie se résume pas en cette phrase, prendre soin de soi, ce n'est pas seulement se soigner, c'est être artisan de sa santé sans attendre d'être malade pour s'en occuper. Et là, donc, toutes les médecines traditionnelles sont plutôt préventives. Oui, elles sont plutôt préventives. Et ça, on l'a un peu oublié aujourd'hui, parce que, pourquoi? On se demande, regardez l'épidémie de Covid que l'on voit aujourd'hui. On a, de façon incroyable, interdit aux médecins d'utiliser des remèdes qui marchent très bien, hein. On a dit que l'hydroxychloroquine, ça valait rien, mais je suis désolé, moi j'ai encore eu un cas récemment d'un couple. Madame a été malade, elle a fait de la fièvre, elle ne savait pas quoi faire, elle n'a rien fait, elle est encore malade 3 semaines après. Son mari m'a appelé, je lui ai dit prends l'hydroxychloroquine, en 3 jours, sa maladie était terminée. Bon, quand même, donc ça c'est expérimental. Et d'autre part, moi je dis, au lieu d'attendre le vaccin comme encore, alors là aussi, c'est du charlatanisme de croire que le vaccin est un remède miracle. Non, ce n'est pas un remède miracle. On sait très bien aujourd'hui que les vaccins qu'on nous inocule ne sont pas forcément
efficace ni pour la maladie elle-même, ni pour la transmission du virus. Le jour où on en trouvera un efficace, moi je serais tout à fait d'accord. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et surtout qu'ils ont été faits à la va-vite et qu'on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, les effets secondaires à long terme. Donc moi, la première chose à faire, c'est de renforcer son terrain, je reviens à la médecine de terrain, de renforcer son terrain pour mieux se défendre contre le virus. Et il existe des tas de moyens. En premier lieu, je l'ai encore dit hier à quelqu'un qui me posait la question, simplement de la vitamine D. On sait qu'aujourd'hui, 85% de la population est en carence de vitamine D. Or, la vitamine D a une efficacité incroyable contre les virus, dans la mesure où elle renforce l'immunité naturelle. Mais aujourd'hui, d'abord, on ne sort plus suffisamment dehors, et même si on y va, la pollution fait que les rayons ultraviolets ne sont plus ceux qui donnent de la vitamine D sur notre organisme, puisque la vitamine D, on la trouve avant tout par le soleil sur notre peau. Donc on est tous en carence de vitamine D, et donc plus susceptibles de faire toutes sortes de maladies virales. Première chose à faire, c'est ce que je fais moi déjà, c'est prendre de la vitamine D tous les jours. Ça coûte pas grand-chose et c'est très simple à faire. L'idéal aurait été de donner de la vitamine D gratuitement à toutes les personnes en danger de faire ce virus, les personnes âgées, les personnes polymédicamentées, avec de nombreuses maladies. On aurait eu des résultats bien meilleurs que d'attendre de les hospitaliser, bêtement je dirais, alors qu'on a des moyens préventifs. Et ces moyens préventifs sont des moyens individuels. Et donc, il ne faut pas attendre en effet que tout nous tombe de la société. C'est à chacun à revendiquer, je dirais, de se prendre en charge et de, bien sûr, d'aller soi-même acheter à la pharmacie, c'est pas compliqué, de la vitamine D3, des polyvitamines parce qu'on a besoin de zinc aussi, parce que le zinc est également un facteur qui permet de lutter contre les virus. Il y a des moyens, mais on n'en parle pas, et ils ne sont pas recommandés, et pourtant, ils sont d'une efficacité extraordinaire. La dernière notion dans cet ouvrage, elle est beaucoup plus large, elle est presque philosophique, c'est que vous prenez une véritable santé intégrale, respectueuse de l'environnement, respectueuse de la vie. Oui, moi je crois que la santé, ce n'est pas seulement la santé physique, c'est la santé complète. Je pars d'Hildegard de Bingen, hein, qui est quand même très connu aujourd'hui, qui a été reconnu docteur de l'Église par le pape Benoît XVI, et qui a bien montré, et c'était pourtant au Moyen-Âge, mais on l'a beaucoup oublié, et heureusement elle revient aujourd'hui à la mode, je dirais, mais c'est une mode importante, Hildegard de Bingen qui a bien montré que la santé, c'est d'abord et avant tout une santé intérieure, c'est une force intérieure, c'est d'être en lien, d'être en contact avec le Créateur qui nous donne la vie. Et on croit toujours, bah oui, on a été créé un jour, maintenant le Créateur, c'est un Dieu qui est loin derrière, Non, Dieu nous donne la vie à chaque instant. Il nous tient dans sa main, il nous crée à chaque instant. S'il n'était pas là, nous ne serions même pas vivants. Donc, cette vie qu'il nous a donnée, c'est à nous de l'entretenir. C'est à nous de la faire vivre en nous, pas seulement sur le plan physique, mais d'abord et avant tout sur le plan intérieur. Donc avoir une force intérieure qui nous est donnée par la vie intérieure, par le silence, par la prière, par ce que l'Église nous donne également, les sacrements. Donc cette force intérieure, c'est primordial. Et en même temps, ne pas la couper de la vie physique, parce qu'on est un tout. On est beaucoup plus que psychosomatique. Moi, je dis toujours, mon chat, là, lui, il est psychosomatique. Nous, on est beaucoup plus que ça. On est à l'image de Dieu, par nature. Voilà. C'est dans notre... on est à l'image de Dieu, on est une créature, et une créature avec cette capacité d'avoir une relation personnelle avec Dieu, et c'est cette force intérieure qui nous permet d'abord et avant tout de faire face aux événements, de faire face à tout ce qui nous atteint aujourd'hui.
Moi, j'en ai vu l'exemple, puisque vous savez que j'ai été aussi 12 ans responsable du bureau des consultations médicales à Lourdes, que j'en ai vu des guérisons miraculeuses. Ben, dans les guérisons miraculeuses, on voit bien que il se passe un mécanisme quand même étonnant. Moi, je me suis toujours interrogé. Pourquoi quelqu'un qui a une maladie grave peut guérir en un instant de cette maladie? Une maladie qui peut durer depuis des années. Regardez la dernière miraculée, sœur Bernadette, qui souffrait depuis 40 ans. Du jour au lendemain, elle est guérie. Bon, il s'est bien passé quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Et ce quelque chose, pour moi, c'est cette force intérieure qu'elle a reçue dans son cœur, le cœur, lieu de l'âme et de l'esprit, qui s'est, pour elle, de par la volonté de Dieu, développée dans tout son psychosomatique. D'accord. Et là, elle a guéri. Et donc, si vous voulez, c'est à retenir toujours cela. On a en nous des forces, une énergie extraordinaire qui est recouvert par toute notre vase, notre boue personnelle, hein, et qui est à libérer. Hein, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à la grotte quand la Vierge Marie, pendant le carême, a demandé à Bernadette de découvrir cette source. On a en nous cette source intérieure. Mais voilà, elle est recouverte. Et donc, prenons conscience d'abord et avant tout que nous avons une force en nous, cette force qui est d'origine divine et qui se développe dans notre psychosomatique, oui, voilà, à la fois dans notre psychisme et à la fois dans notre physique, et qu'il est important de la prendre en considération, de la mettre en premier lieu, et c'est elle qui peut être à l'origine de notre conversion, je dirais, vraiment de notre transformation intérieure. Merci beaucoup, Patrick Tellier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une autre médecine est possible, à une santé respectueuse donc de la vie et de la personne. Merci beaucoup pour cet entretien, docteur. Merci à vous.